Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de Politique 360. Voici les titres. Le ministre de l'Éducation nationale revoit la copie du précédent quinquennat pour lutter contre l'échec scolaire. Réforme du collège assouplie, retour du redoublement, rythme scolaire à la carte. Ce matin, un groupe de travail du Sénat refuse, lui, le retour à la semaine de 4 jours. On en débat tout à l'heure. J-3 avant le premier tour des élections législatives. Alors que s'annonce un raz-de-marée de la République en marche et que les partis traditionnels s'effondrent, l'Assemblée nationale devrait connaître un profond renouvellement. Enfin, reportage dans la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône. Le sénateur maire frontiste Stéphane Ravier fait figure de favori face à la candidate de la France insoumise. Le parti de Marine Le Pen joue gros sur ce scrutin. Décryptage tout à l'heure. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission avec le hashtag Politique360. Pour nous accompagner cet après-midi, Saveria Rojek est en direct de la salle des conférences. Le multiplex, c'est tout de suite. Mais d'abord, le gouvernement veut aller très loin dans la logique sécuritaire. Selon un document dévoilé par le quotidien Le Monde, la loi antiterroriste qui doit être présentée le 21 juin au Conseil des ministres fait entrer l'état d'urgence dans le droit commun. Les associations et les magistrats sont inquiets. Quentin Calmet. C'est un document présenté hier en Conseil de défense et dévoilé aujourd'hui par le journal Le Monde. Il publie les 13 pages à en tête du ministère de l'Intérieur et intitulé « Projet de loi renforçant la lutte contre le terrorisme et la sécurité intérieure ». Le texte vise à faire rentrer dans le droit commun des mesures exceptionnelles de l'état d'urgence. Perquisition, assignation à résidence, fermeture de lieux de culte, des mesures exceptionnelles prises par les préfets et le ministère de l'Intérieur et qui pourraient donc rentrer dans le droit commun, sans contrôle des juges. Il n'en fallait pas plus pour provoquer une levée de boucliers des syndicats de magistrats. Selon eux, ce projet de loi est scandaleux. On créerait un état policier où l'état d'urgence serait permanent. À partir du moment où on restreint les libertés individuelles, les libertés d'aller venir, il faut absolument qu'on ait un contrôle de l'autorité judiciaire. Des mesures qui inquiètent également les associations de défense des libertés individuelles. À la Ligue des droits de l'homme, on avoue avoir été effaré en découvrant le document. Retrouver des mesures dérogatoires du droit commun, mais concrètement, la rétention administrative, les perquisitions administratives, la possibilité de mettre des bracelets électroniques sous la seule autorité d'un préfet, nous a paru être un recul de l'état de droit de manière assez sidérante. Nous allons alerter la population. On est à la veille des élections législatives. Ce sera justement aux Françaises et aux Français de choisir des parlementaires qui seront alertés sur ce sujet et qui, j'espère, ramèneront tout le monde à la raison et à l'état de droit. Aucune confirmation du ministère de l'Intérieur contacté aujourd'hui. Mais déjà, les premières réactions politiques se font entendre. Dans un communiqué, le Parti socialiste appelle Emmanuel Macron à renoncer à ce projet de loi. Et justement, pour réagir à ce projet de loi antiterroriste qui pourrait rendre l'état d'urgence permanent, Saveria Rojek est avec Éliane Assassi, la présidente du groupe communiste au Sénat, qui est depuis plusieurs mois très critique à l'égard de l'état d'urgence. Bonjour Éliane Assassi. Bonjour. Le gouvernement veut donc mettre l'état d'urgence dans le droit commun. En quoi est-ce une erreur pour vous ? Écoutez, moi je pense que c'est une erreur parce que d'une part, on nous a toujours dit ces derniers temps, quand nous avons voté des prorogations de l'état d'urgence, qu'il fallait absolument trouver une issue à l'état d'urgence. Or, à l'évidence, personne ne veut trouver d'issue. Moi je pense qu'en la matière, malheureusement, le risque zéro n'existe pas en termes de menaces terroristes et malheureusement d'actes terroristes. Et donc, aucune loi ne peut prévenir cela. Sincèrement, je peux comprendre qu'après les attentats en Angleterre et après ce qui s'est passé à Notre-Dame, le président de la République ait l'envie de pousser encore sous le thème de la protection l'état d'urgence jusqu'au 1er novembre, mais de l'inscrire dans le droit commun, c'est quand même donner à l'exécutif des pouvoirs exorbitants en matière
Mais précisément, Éliane Assassi, en quoi est-ce dangereux d'inscrire dans la loi ordinaire c'est-à-dire que le juge, les assignations à résidence ou les le perquisitions juge administratives n'existe plus. C'est-à-dire que Oui, tout ce sera dépendrait le préfet, du préfet, enfin, du ministre de l'Intérieur, du ministère de l'Intérieur et du préfet. Donc on écarte complètement le pouvoir judiciaire de mesures qu'il conviendrait de prendre. Et moi je fais partie de celles qui pensent que la justice est un des piliers de notre démocratie et qu'elle doit jouer tout le rôle qui doit être le sien dans une démocratie. Ce qui ne serait plus le cas. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que quand j'entends dans un autre pays qui vient d'être frappé par des attentats, Madame Theresa May, qui dit que, ok, les droits de l'homme, mais s'il faut balayer les droits de l'homme pour lutter contre le terrorisme, elle y est prête. J'espère que nous n'allons pas prendre ce chemin en France. En tout cas, nous y opposerons. Et à l'évidence, nous ne sommes pas les seuls, puisque depuis hier, ce qui est paru dans Le Monde, j'entends et je lis beaucoup de choses sur l'idée qu'il faut vraiment sortir de cet état d'urgence, d'une part, et d'autre part, donc, a fortiori, ne pas l'inscrire dans notre droit commun. Mais donc la menace terroriste, la protection des Français, ne justifie pas ce type de mesures exceptionnelles. Mais je pense qu'on a déjà des tout mesures dans qui seraient l'arsenal. donc permanentes et non plus exceptionnelles. Quand M. Urvoas était garde des Sceaux, ministre de la Justice, et je me souviens des débats que nous avons eus sur les derniers textes qu'il a présentés, l'idée était de sortir et de se doter encore de moyens, et c'est ce qui a été fait dans la dernière loi qui a été adoptée au Parlement, pour effectivement sortir de l'état d'urgence. Donc pourquoi n'en sortons pas? Donc il y a des annonces à quelques jours d'une élection importante d'abord pour les Français et puis pour des formations politiques. Mais voilà, je pense qu'on est dans la dérive. On est dans la dérive et il y a un moment où il va falloir dire stop. Et moi, ce qui me heurte le plus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on déshabille la justice dans notre pays. Et ça, c'est pas admissible. Donc vous déposerez des amendements une fois que le texte arrivera devant le Sénat? Mais écoutez, c'est une évidence. D'une part, comme nous l'avons toujours fait ici au Sénat, nous ne voterons pas la prorogation de l'état d'urgence. Et je ne les dévoile pas ici, mais avec de nouveaux arguments pour valider la thèse qui est la nôtre en la matière. Et bien évidemment, on va attendre d'avoir le texte d'abord du projet de loi. Et je pense qu'on déposera effectivement des amendements, mais des amendements qui iront dans un rétablissement de ce que doit être une démocratie. Cet équilibre. Très rapidement, vous parlez de nouveaux arguments pour ne pas voter la prorogation de l'état d'urgence. Quels sont-ils? Eh bien, vous les entendrez quand le moment sera venu, quand on aura le débat ici au Sénat. Très bien. Merci beaucoup. Merci Éliane Assassi d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci Saveria. Rebondissement dans l'affaire Ferrand, des subventions publiques ont-elles servi à l'installation des mutuelles de Bretagne dans les locaux loués à la compagne de Richard Ferrand? Un nouveau volet dans cette opération immobilière polémique alors que le ministre est en campagne dans le Finistère. Les explications de Mounir Soussi. Des subventions publiques attribuées aux mutuelles de Bretagne. L'information vient s'ajouter aux révélations sur l'affaire Ferrand. Entre 2011 et 2013, les mutuelles de Bretagne ont perçu 55 000 € du département du Finistère et de la ville de Brest pour installer une plateforme de soins pour personnes âgées dans les locaux de l'ex-épouse du ministre. Pour l'entourage de Richard Ferrand, ces fonds étaient destinés à équiper les locaux et non à les rénover. Très sincèrement, on est tombé sur la tête dans cette affaire. Moi, j'ai été vice-président d'un conseil général en charge des politiques sociales. Je n'ai jamais vu un locataire laisser les chaises, les tables et les ordinateurs au propriétaire quand il s'en va. Et donc, honnêtement, ce sujet, c'est purement du fonctionnement de services, en plus d'aide sociale, de rationalisation des services d'aide sociale, préparés par le département, financés par la ville de Brest, et rien d'autre. Les mutuelles de Bretagne ont réagi. Dans un communiqué, elles affirment que toutes les subventions accordées et leur utilisation sont parfaitement encadrées. Mais ces révélations brouillent la ligne de défense de Richard Ferrand et ses proches, qui mettaient en avant l'absence d'argent public dans l'affaire pour atténuer les critiques. Il y a 15 jours, Benjamin Griveaux se reposait sur cet argumentaire. On est dans le cadre d'une entreprise privée, il n'y a pas d'argent public qui est en jeu, je tiens à le dire. 2. Est-ce que la décision a été prise par Richard Ferrand? Non, c'est le conseil d'administration des mutuelles de Bretagne qui prend la décision et pas le directeur général. La campagne de La République En Marche est à nouveau parasitée par ces soupçons autour d'un des piliers du mouvement. Les difficultés du ministre n'ont pas d'impact sur les sondages, mais sèment le trouble dans les rangs. Ce sera aux responsables de l'enquête préliminaire d'examiner ce nouveau volet de l'affaire Ferrand. Le Premier ministre Édouard Philippe n'est pas fan du tiers payant généralisé et souhaite son évaluation. Est-ce un préalable au détricotage de cette mesure phare du quinquennat Hollande? Les médecins en tout cas le réclament. Flora Sauvage.
Est-ce la fin programmée du tiers payant généralisé? Ce mécanisme, qui dispense le patient d'avancer les frais remboursés par la sécurité sociale, devait être généralisé à tous les Français au 1er décembre de cette année. Mais dans les colonnes du Parisien hier, le Premier ministre annonce une évaluation du dispositif. Au moment du vote de cette réforme, j'étais dubitatif. Elle va dans le sens d'une forme de dématérialisation de ce que représente le coût de la santé. Les syndicats de médecins libéraux voient cette annonce d'un bon œil, car ils ont toujours été opposés à la généralisation du tiers payant. Nous considérons que nous n'avons pas à faire du tiers payant pour tous les patients en toutes circonstances et pour tout et n'importe quoi, parce que ça représente une dérive bureaucratique de notre métier. Nous, ce qu'on veut, c'est soigner les patients et on ne veut pas passer du temps à facturer nos honoraires aux caisses, à vérifier si on a été payé, à faire des démarches pour récupérer ce qui n'a pas été payé. Les associations de patients défendent le tiers payant généralisé, l'une des mesures emblématiques du quinquennat Hollande en matière de santé. Si ce gouvernement qui va aller de l'avant commence déjà à détricoter ce qui a été fait et qui nous paraissait extrêmement important, eh bien, on peut être un peu dubitatif sur la volonté de ce gouvernement de rendre encore plus fort l'esprit de solidarité et de répartition qui est le nôtre. L'objectif du tiers payant généralisé était de lever l'un des obstacles majeurs à l'accès aux soins. Aujourd'hui, près d'un Français sur 4 renoncerait à aller consulter, faute de moyens. Et on ouvre notre page consacrée aux élections législatives, J-3 avant le premier tour. Les sondages donnent une large avance à La République En Marche, tandis que les partis traditionnels s'effondrent. Va-t-on à grands pas vers le parti unique? C'est en tout cas la crainte de la droite, l'état des forces avec Cécile Sixou. Un raz-de-marée avec 400 députés et 30% des intentions de vote. La République En Marche pourrait obtenir une large majorité au Palais Bourbon. Des sondages inquiétants pour les Républicains et les socialistes qui défendent la nécessité d'une opposition. Cela voudrait dire que nous aurons une Assemblée nationale qui votera au canon, qui sera une chambre d'enregistrement, et il n'y aura pas d'opposition au Parlement. Si vous n'avez pas une opposition qui oblige l'exécutif à composer, l'exécutif décide et le Parlement n'est pas un contrepoint. Pour que l'Assemblée nationale fonctionne bien, il faut qu'il y ait une majorité et une opposition. J'ai connu une époque après 2007 où il y avait une majorité très très large pour la droite et le centre. Eh bien, quand vous arrivez dans l'hémicycle à l'Assemblée et que vous défendez un texte, vous ne tenez pas compte de l'avis des autres de la même façon. Vous n'écoutez pas vraiment ce que font les autres en disant « ils sont pas nombreux, ça compte pas beaucoup ». Pour Gérard Larcher, le président du Sénat, si l'opposition ne se fait pas à l'Assemblée nationale, elle se fera dans la rue. Faux, répond Jean-Louis Bourlange, candidat En Marche aux législatives. Les Français comprennent de mieux en mieux que ce pays a besoin de changements et ils sont prêts à les accepter à la condition que ces changements soient justes, mais le président est tout à fait hostile à une méthode autoritaire, en force, etc., brutale. Donc, on engage le dialogue. Il reviendra en effet à Emmanuel Macron, s'il dispose d'une large majorité, de ne pas faire des députés une armée de petits soldats. Et nous reviendrons sur les enjeux de cette élection inédite dans notre deuxième débat de politique 360, peu après 19h. Législative toujours, nos journalistes se sont rendus dans la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône. Le sénateur maire frontiste Stéphane Ravier fait figure de favori face à la candidate de la France Insoumise, la championne de kickboxing Sarah Swalihi. Mais la candidate de la République En Marche espère bien jouer les troubles fêtes. Sandra Cerquera et Quentin Calmet les ont suivis. Messieurs, dames, le document que le monde entier nous envie. En campagne sur le marché du Merlan à Marseille, Stéphane Ravier se veut confiant. Cette fois, il en est sûr, la voie vers la victoire est libre. En 2012, il avait perdu de peu face à Sylvie Andrieux. La députée socialiste, condamnée pour détournement de fonds publics, ne se représente pas. Donc je me dis que je suis, c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais le mieux placé pour mettre un point final à ce système et qu'enfin les électeurs, les habitants de cette circonscription puissent tourner la page et que l'on agisse dans leur intérêt. Sénateur maire des 13 et 14 arrondissements de Marseille depuis 3 ans, il fait figure de favori dans la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône. Pour Stéphane Ravier, son atout, c'est son expérience locale. L'image qui était donnée de nous et de moi par nos adversaires aujourd'hui, elle est supplantée par notre action que nous menons
au quotidien dans l'intérêt général. En cas de triangulaire au second tour, les candidats PS et LR l'ont déjà annoncé. Ils se désisteront pour faire barrage au FN. C'est ce que je veux faire, vraiment être la porte-parole de ce quartier. Celle qui veut défier le FN sur ses terres, c'est elle, Sarah Swalihi, candidate de la France insoumise. Tous ses coups, elle les réserve à Stéphane Ravier, son principal adversaire. Dans les quartiers nord, le FN est arrivé en tête à la présidentielle et l'abstention a battu des records. Et c'est quelqu'un d'autre qui va vous représenter si vous ne votez pas. Sarah Swalihi compte profiter de la dynamique Mélenchon ici à Marseille. Cette championne de boxe de 24 ans, jamais élue, est bien décidée à se faire une place en politique. Contrairement à mes concurrents, je pense vraiment être première, alors que mes concurrents ne font plus campagne pour être premier, mais surtout pour être second. C'est pour ça que toutes les attaques sont concentrées sur ma personne, parce que psychologiquement, ils ont déjà abandonné le fait d'être premier, alors que ce n'est pas du tout ma psychologie. Là, il faut qu'on ait une majorité à l'Assemblée nationale pour mettre en œuvre ce projet-là. Se faire connaître dans ce quartier populaire, c'est tout l'enjeu pour Alexandra Louis, candidate La République En Marche, avec un leitmotiv. Nous, c'est pas notre métier la politique. Nous, on a tous un métier. On vient justement parce qu'on a envie de changer les choses avec vous. Et les gens finalement sont assez à l'écoute et ont cette envie de renouveau, de voir des nouveaux visages. Vous mettez les sous dans les poches et vous asseyez sur les fauteuils. Moi, madame, je n'ai jamais été élue. Hein. Moi, je travaille comme tout le monde. Et pourquoi Tous vous vous ressemblez. Mais non. Avocate, elle n'a aucune expérience en politique et veut en faire un atout. Les politiques qui avaient de l'expérience, finalement, ça n'a rien donné ces dernières années. Donc aujourd'hui, aller faire campagne, c'est un plaisir parce que justement, on va retrouver les gens et on est sur un pied d'égalité avec eux. Parce que, comme je leur dis, aujourd'hui, c'est moi qui suis candidate. Peut-être ça sera vous demain. En tout, 16 candidats convoitent la 3e circonscription dans le nord-est de Marseille, où le taux de chômage atteint le double de la moyenne nationale. Alors, quels sont les enjeux de ces élections législatives pour le Front National? On en parle avec notre invité, Joël Gambin, spécialiste du FN. Il répond aux questions de Saveria Rejec. Bonjour Joël Gambin. Bonjour. Vous êtes donc politologue, spécialiste du Front National. Vous publiez 7 ouvrages sur le FN. Comment vous pourriez qualifier la période que traverse le parti, que traverse le Front National depuis quelques semaines, depuis le second tour de l'élection présidentielle? Je pense que le Front National traverse aujourd'hui une période qui est cruciale pour lui. Il sort d'une période depuis 5-6 ans qui a été une période de forte croissance, au moins en termes électoraux, mais également en termes de nombre de militants, en termes de ressources financières également à sa disposition. Donc avec toujours la possibilité dans ce cas-là d'une crise de croissance. Et surtout cette période a ouvert probablement pour la première fois dans l'histoire du Front National à ce degré-là la perspective d'un accès aux plus hautes responsabilités, d'un accès au pouvoir. Et en même temps, on l'a bien vu, le deuxième tour de l'élection présidentielle, probablement les législatives qui s'annoncent, vont doucher en quelque sorte ces espoirs. Et donc cet écart entre les attentes qui ont été créées et la capacité du Front National à transformer ces attentes en réalité, en résultat, a le potentiel de créer une crise politique majeure au sein de ce parti. Alors dans votre livre, vous expliquez que la crise n'est pas que conjoncturelle, elle est beaucoup plus profonde. La fracture vient des choix stratégiques qu'a fait Marine Le Pen depuis 2011. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont ces choix stratégiques qui aujourd'hui mettent en péril la survie du Front National? Bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au fondement de l'entreprise mariniste, je dirais, ou marino-le-péniste, mais qui est une entreprise qui n'est pas uniquement personnelle, qui est une entreprise collective de toute une génération de militants du Front National, qui sont rentrés au Front National dans les années 90, très jeunes souvent, qui ont grandi avec le Front National, qui ont construit leur vie personnel mais aussi professionnel autour du Front National. L'objectif numéro 1, c'est de faire de ce parti un instrument de pouvoir, de parvenir au pouvoir et de pouvoir... Donc c'est l'accession au pouvoir. C'est l'accession au pouvoir, mais aussi son corollaire, c'est-à-dire de pouvoir vivre de la politique. Et la stratégie, les moyens que Marine Le Pen a choisis pour atteindre cet objectif à partir de 2011, ça a été de dire... pour que le Front National
puisse devenir majoritaire dans ce pays, il faut opérer une recomposition complète des clivages et faire exploser le clivage gauche-droite au profit d'un clivage, pour reprendre les termes du Front National, entre mondialistes et patriotes. On pourrait dire entre ouverture culturelle et fermeture culturelle. Alors justement, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qu'elle a cherché à faire Marine Le Pen en gommant, vous venez de le dire, ce clivage droite-gauche et en le remplaçant par le clivage mondialiste-patriote? Ça sert à quoi de gommer le clivage droite-gauche pour le remplacer par cet autre clivage? L'analyse, je pense, qui a été faite par Marine Le Pen et les gens qui l'entourent, ça a été de dire que, au fond, l'échec aussi bien de Jean-Marie Le Pen, mais aussi de Bruno Maigret, je crois que l'expérience maigretiste est une référence très importante là-dedans, leur échec a été que, en voulant occuper le pôle droit de l'espace politique, ils se condamnaient soit à la marginalité, soit à la nécessité d'une subordination à la droite traditionnelle. Or, Marine Le Pen ne voulait ni de l'un ni de l'autre, et donc le moyen qu'elle et d'autres ont imaginé, c'est de dire il faut qu'on crée un nouveau clivage et qu'on occupe entièrement l'un des deux pôles de ce clivage. Et à cette condition-là, on peut devenir majoritaire. Et quelqu'un comme Florian Philippot est vraiment quelqu'un qui exprime très bien ce clivage-là. Et alors, l'autre question maintenant, c'est est-ce que cette stratégie, elle s'est avérée payante? Le score de Marine Le Pen, au second tour, 33,9%. Est-ce que ce score lui donne raison sur ses choix stratégiques? Je pense qu'avant de considérer son score au second tour de l'élection présidentielle, il faut regarder les choses de manière plus large. La première chose, c'est que indubitablement, depuis 2010, 2011, 2012, le Front National a franchi un certain nombre de paliers en termes d'audience électorale, passant d'un parti qui faisait encore autour de 10% dans les années 2010 à un parti qui est capable aujourd'hui d'atteindre plus de 30% au second tour de l'élection présidentielle. Donc de ce point de vue-là, c'est indéniablement un succès. Succès également du point de vue de la configuration de second tour de l'élection présidentielle. Alors Marine Le Pen n'est pas la seule responsable de cela, mais elle se retrouve face à Emmanuel Macron, ce qui est le scénario qui était souhaité par le Front National, parce que ça s'inscrit effectivement parfaitement dans cette volonté d'avoir un clivage, encore une fois pour reprendre leur terme, mondialiste contre patriote. Néanmoins, ce qu'on voit bien, c'est que malgré le fait que ce clivage-là se soit imposé au second tour de l'élection présidentielle, le FN est encore loin d'atteindre un potentiel majoritaire au second tour de l'élection présidentielle, et que tout seul, et même avec des petits alliés, puisque le Front National a obtenu le soutien de Nicolas Dupont-Aignan, même avec des petits alliés, il ne parvient pas à être majoritaire. Et donc ça, c'est une limite majeure à cette stratégie-là, ce qui explique pourquoi, en interne du Front National aujourd'hui, un certain nombre de militants et de dirigeants poussent une autre stratégie, qui est celle de devenir hégémonique à droite. Si on formule ce que vous venez de dire différemment, est-ce qu'on peut parler d'un plafond de verre? Est-ce que c'est 33,9%? C'est les limites électorales du parti? C'est le plafond de verre? Alors, j'aime pas trop cette expression, d'abord parce qu'elle renvoie à l'histoire des inégalités entre les hommes et les femmes au travail, qui n'a rien à voir avec l'histoire du FN, mais aussi parce que elle tend à naturaliser le fait qu'il y aurait un électorat du FN et que celui-ci ne pourrait pas aller au-delà. Or, quand on regarde toute l'histoire du Front National, c'est pas du tout ça qu'on observe. Il y a quelques années, on pouvait penser que le maximum pour le FN était peut-être à 15% ou 20%. Finalement, on s'aperçoit qu'ils sont allés bien au-delà. Donc je pense qu'il faut regarder les choses de manière dynamique. L'électorat du FN, il évolue à la fois en structure et en niveau. En revanche, un élément qui, de mon point de vue, est absolument déterminant, c'est que sous la Ve République, et avec le mode de scrutin majoritaire à 2 tours, il est absolument nécessaire d'être capable de former des coalitions assez larges pour pouvoir espérer l'emporter au second tour. Or, le FN, jusqu'à présent, à la fois n'a pas voulu et s'est montré incapable de constituer ces coalitions, et c'est ce qui lui interdit aujourd'hui de parvenir au pouvoir. Alors justement, vous expliquez dans votre livre que le Front National est en profonde mutation. Marion Maréchal Le Pen, elle a claqué la porte du parti. Florian Philippot menace lui aussi de partir. Dans quelle mesure Florian Philippot, qui est toujours vice-président du Front National, est-il fragilisé en interne? On sait que beaucoup de cadres du FN le tiennent responsable du résultat de la présidentielle. Alors, il n'est pas encore parti, première chose. Deuxième chose, effectivement, le débat interne au Front National se focalise beaucoup autour de la question
personnel de la personne de Florian Philippot. D'abord parce qu'il a pris une très grande place dans le parti, à la fois lui personnellement, mais aussi l'ensemble de ses soutiens. Alors c'est intéressant parce que vous expliquez qu'il n'a que le pouvoir et la place que Marine Le Pen lui a bien voulu lui laisser occuper. Hein. Alors, de toute façon, le mode de fonctionnement du Front National, et cela depuis très longtemps, est un mode de fonctionnement que j'ai appelé dans le livre de centralisme non démocratique, c'est-à-dire que tout part et tout revient au chef, en l'occurrence au président ou à la présidente. Et donc, il est évident que la place d'un Florian Philippot ne tient que à la place que Marine Le Pen a bien voulu lui donner. D'ailleurs, il ne tient pas ses pouvoirs d'un congrès ou d'une expression démocratique des adhérents, mais bien de la délégation de pouvoir, en quelque sorte, de Marine Le Pen. Ce qu'elle a donné, elle pourra le reprendre un jour. Et aujourd'hui, c'est un petit peu l'enjeu de savoir, effectivement, si elle va continuer à le soutenir ou si, au contraire, elle va le désavouer en faveur d'autres dirigeants. Parlons maintenant des législatives. Est-ce que le Front National joue en partie sa survie lors de dimanche prochain et le 18 juin? Alors sa survie, je ne pense pas. En tout cas, rien n'interdit, même si les résultats de la législative sont mauvais, en tout cas en deçà des attentes, que le parti se survive, parce que les résultats de l'élection présidentielle, les années qui se sont écoulées, le réseau d'élus locaux qui a été constitué, et vraisemblablement la manne financière qui malgré tout proviendra des élections législatives, parce que à n'en pas douter, les résultats seront meilleurs qu'il y a 5 ans, donc le financement public sera meilleur. Donc sur le plan financier, je pense qu'il n'y aura pas de... Mais néanmoins, les résultats seront nettement en deçà de ce qu'on estimait encore il y a quelques semaines. On pariait sur entre 40 et 60 députés. Aujourd'hui, on ne sait même pas si le FN pourra constituer un groupe à l'Assemblée, c'est-à-dire 15 députés. Voilà, absolument. Au plan politique, effectivement, il y a un véritable enjeu. Encore une fois, il y a une question de décalage entre les attentes et la réalité. C'est-à-dire que si le FN a 15 députés, ce sera de très loin le meilleur score qu'il aura jamais réalisé au scrutin majoritaire. Hein, donc 1986 à part. Néanmoins, si on est effectivement sur cet étiage-là qui est très faible, il y aura beaucoup de déceptions en interne, beaucoup de cadres qui espéraient obtenir un poste de député qui ne l'auraient pas, beaucoup de collaborateurs qui espéraient devenir assistants parlementaires qui ne le deviendront pas, etc. Et c'est aussi ça le moteur d'un parti politique, d'une organisation, c'est de pouvoir... Oui, c'est ce que vous évoquez, le FN peut craindre une hémorragie de ses cadres. Hein. Oui, on a connu au cours des dernières années une très forte attractivité du Front National pour des jeunes militants, diplômés, avec un profil assez différent de ce qu'était le profil type du militant Front National. Clairement, cette attractivité devait au fait que le FN était en pleine phase de développement et donc avait une capacité de redistribuer des postes. S'il perd cette capacité, on peut effectivement craindre une hémorragie, et a fortiori dans un contexte de recomposition politique majeure où d'autres opportunités vont émerger ailleurs. Alors lors de ces législatives, il y a bien sûr des sièges, des batailles symboliques. Hein. Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, quelles seraient les conséquences d'une défaite de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, elle qui justement, on le sait, elle a beaucoup hésité à se présenter? Marine Le Pen n'a jamais été élue au suffrage universel direct sur son nom. Or, dans le système politique français, ça reste une ressource de légitimité politique majeure. Si elle n'était pas élue et que d'autres au sein du Front National l'étaient, ça poserait effectivement la question de sa légitimité politique personnelle, surtout après effectivement l'épisode de la présidentielle, notamment ce débat d'entre-deux tours. Donc elle perdrait de la légitimité. Elle perdrait de la légitimité, donc dans un moment où le débat politique interne au Front National est assez vif, ça l'affaiblirait clairement, et donc vraisemblablement elle serait obligée de lâcher du lest face à ses opposants sur un certain nombre d'autres sujets si elle veut préserver sa position à la tête du Front National. Et quel est votre sentiment rapidement sur Marion Maréchal Le Pen? Est-ce qu'elle a eu raison de partir? En raison, je ne sais pas, ça c'est à elle de l'apprécier et ça la regarde. Je pense que les raisons personnelles qu'elle a évoquées pour justifier son départ sont réelles. Et elle les évoquait depuis longtemps d'ailleurs. Beaucoup se gaussaient en les entendant. Moi j'ai toujours pensé qu'il y avait une certaine sincérité dans cela. Néanmoins, il est clair qu'il y a également des raisons politiques qui sont en cause. Je pense qu'en se retirant, elle se donne les moyens de voir venir. Elle se donne les moyens de revenir.
Elle se donne les moyens de revenir et surtout elle ne grille aucune option, si vous me passez l'expression. Elle peut s'adapter à n'importe quelle reconfiguration du champ politique dans les années qui viennent. Très bien, merci beaucoup, merci Joël Gaumin. Je rappelle donc votre ouvrage, Le Front National. Merci. Merci. Le ministre de l'Éducation nationale veut revoir la copie du précédent quinquennat, notamment en assouplissant la réforme des rythmes scolaires. Ce matin, un groupe de travail du Sénat alerte toutefois sur les conséquences d'une nouvelle instabilité et ne veut pas du retour unilatéral à la semaine de 4 jours. Jérôme Rabier. Le Sénat a rendu sa copie sur les rythmes scolaires. Après 6 mois d'audition et de déplacement, le groupe de travail est unanime. La réforme a été imposée dans l'urgence, mais a ensuite permis de construire de vrais projets avec tous les acteurs de l'éducation. Alors pour les rapporteurs, pas question de tout jeter pour revenir en arrière. Le système a besoin de stabilité. Cessons de faire, défaire, refaire. Ce serait le plus mauvais signe qui pourrait être donné à l'ensemble des acteurs de la communauté éducative. Besoin de stabilité. Donc nous préconisons effectivement de rester sur la semaine de 4 jours et demi. Rester à 4 jours et demi, mais avec plus de liberté pour les innovations. Et si jamais certaines communes repassent tout de même à 4 jours, de limiter le temps journalier à 5h30, un temps rattrapé en raccourcissant les vacances d'été. Les sénateurs veulent aussi s'assurer que l'État continuera de financer à même hauteur les activités périscolaires. Mais certains s'inquiètent surtout des vrais projets du ministre. Le ministre, je crois qu'il attend le deuxième tour de l'élection législative pour dire un peu plus les choses. Mais pour l'instant, il veut faire plaisir aux uns et aux autres. Bon, 4 jours et demi, mais celles et ceux qui voudront aller aux 4 jours, il leur donnera satisfaction. Le ministre Jean-Michel Blanquer, qui a été tenté de préciser les choses ce matin dans une interview, déclarant qu'il pense possible d'imaginer des rythmes différenciés qui correspondent à des besoins locaux, avec comme critère premier l'intérêt de l'enfant. Assez large pour contenter tout le monde, mais des maires comme Christian Estrosi à Nice n'ont pas attendu, annonçant le retour aux 4 jours dès la rentrée prochaine. Voilà pour ce rapport du Sénat. Plus largement, nous allons nous intéresser aux pistes de Jean-Michel Blanquer pour lutter contre l'échec scolaire. Réforme du collège assoupli, retour du redoublement, rythme scolaire à la carte. On en débat tout de suite. Et j'ouvre donc le premier débat de Politique 360 avec mes invités. Alexandra Cordebar, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe PS à la maire de Paris, en charge des affaires scolaires, de la réussite éducative et des rythmes scolaires. Merci d'être avec nous. Également à mes côtés, Liliana Moyano, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la FCPE, Association de parents d'élèves. Et puis enfin, avec nous, Gérard Longuet, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains de la Meuse et co-rapporteur de ce rapport dont on a parlé à l'instant dans ce sujet. D'ailleurs, ma première question est pour vous, Gérard Longuet. Qu'est-ce que vous pensez du projet de Jean-Michel Blanquer en matière de rythme scolaire? Ne pas revenir unilatéralement sur la réforme des rythmes scolaires, mais laisser plus de choix localement. Est-ce que c'est une bonne solution? La perspective de tenir compte des réalités locales est en effet une perspective de bon sens. Mais il y a un principe général, c'est que pour l'intérêt des enfants, pour la pédagogie, pour leur implication dans les études, et en particulier dans le primaire, 4 jours et demi, pardonnez-moi, c'est mieux que 4 jours, parce que la rupture de week-end trop longue, au fond, fait tomber l'attention de l'élève qui apprend. Et donc on peut avoir peut-être des craintes si on laisse le choix localement. Vous savez, c'est un rapport qui est un rapport d'études. Nous avons entendu 70 personnes, nous sommes déplacés une dizaine de fois, mais c'est un rapport du Sénat avec un rapporteur communiste, Thierry Foucault, une sénateur socialiste. Oui, c'est transpartisan. C'est transparti, et nous n'avons pas cherché, et c'est peut-être le reproche qu'on peut nous faire, à apporter un système tout prêt. Nous avons tiré des leçons de ce que nous ont dit ceux qui ont vécu la réforme Peillon à l'été, enfin à la rentrée 2012 d'abord, à la rentrée 2013, puis à la rentrée 2014. Oui, mais alors justement, si j'en reste tout de même à ce que propose Jean-Michel Blanquer, si on laisse le choix localement, est-ce qu'on ne peut pas craindre qu'il y ait des écoles à plusieurs vitesses? On a vu par exemple sur la réforme, lorsqu'elle s'est appliquée, même déjà localement, il y avait eu des bons, des mauvais élèves, des grandes disparités locales.
Alors, en effet, tout d'abord, nous avons été surpris, étonnés du tempo de ce calendrier, de l'urgence à remettre ces textes au CESE aujourd'hui. Nous sommes à quelques semaines de la fermeture, de la fin de l'année scolaire. Je précise que vous sortez d'un entretien, vous étiez avec Jean-Michel Blanquer tout l'après-midi. Nous étions au Conseil supérieur de l'éducation avec l'ensemble de la communauté éducative représentée pour étudier les deux textes sur les rythmes et sur le collège. Donc nous, ce qu'on a dit dès le départ au ministre, nous lui avons écrit également, c'est qu'il fallait surtout avoir l'audace de prendre le temps d'installer ces choses, cette réflexion de l'école dans un temps long et de sortir de cette logique qui consiste à réinterroger les mesures ou les choses que le gouvernement précédent a fait. Donc tous les pays qui ont su transformer leur système éducatif, c'est vraiment parce qu'ils ont réussi à mettre les choses dans un temps long. Qu'il y ait des bilans, qu'il y ait des rapports, qu'il y ait des choses pour améliorer l'esprit de la réforme dans l'intérêt des enfants, bien évidemment, mais là, nous sommes toujours très interrogatifs sur le calendrier, sur la rapidité de ces propositions. Oui, c'est trop rapide. Je précise d'ailleurs que nous avions également invité sur ce plateau des représentants de syndicats d'enseignants, mais qu'ils sont toujours à cette réunion avec Jean-Michel Blanquer. Alors, vous le disiez, il faut mettre du temps pour mettre en place une réforme. Cette réforme, elle a été très critiquée dans la façon dont elle a été mise en place avec le manque de concertation. Mais est-ce que finalement, le ressenti général n'est pas plutôt positif? Dans votre rapport, Gérard Longuet, on entend que, c'est positif tout de même au niveau des apprentissages. Alors, ce qui a manqué terriblement, c'est une concertation avec les élus locaux et avec les parents d'élèves. Vincent Peillon, qui est un homme de conviction, je ne peux pas lui reprocher, l'a géré à l'ancienne, façon Troisième République, on décide une bonne fois pour toutes et le reste suit. C'est plus compliqué que cela pour une raison très simple, c'est qu'il faut s'occuper du temps libre, il faut réfléchir au transport scolaire, il faut connaître la disponibilité des enseignants et la décision de M. Peillon, rappelons-nous, qui était pratiquement en juin 2012 pour la rentrée de septembre 2013, était simplement irréaliste. Seuls 17% d'ailleurs des maires ont choisi les nouveaux horaires en 2013. Les autres n'étaient pas contre, mais ils attendaient de savoir comment ils pourraient s'organiser. D'autant que ces 3/4 d'heure qui étaient libérés pour les 4 jours en fin de journée, il fallait apporter une réponse. Il faut les remplir et se sont lancées des initiatives extrêmement nombreuses, de qualité très inégale, d'activités périscolaires, sur lesquelles Jean-Michel Blanquer implicitement revient, puisqu'il, et ça je le soutiens, décide de revenir aux devoirs faits à l'école. Oui, Alexandra Cordoba, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que les activités périscolaires ont été de qualité très inégale et puis sur aussi, de façon plus générale, le fait que la réforme a peut-être été imposée trop rapidement par le haut? Paris a pu s'inscrire dans la réforme dès 2013. Il est vrai que Paris disposait des moyens qui lui a permis de le faire. Et nous avons, c'est certainement une question de moyens, mais aussi une question de mobilisation, je crois. Nous avons mené une concertation relativement longue, qui a été d'ailleurs, c'est vrai, houleuse, tant les interrogations des uns et des autres étaient importantes. Mais je crois que nous avons réussi à Paris à installer dans le temps, au bout d'une première année, puis d'une deuxième année, en travaillant avec l'ensemble des acteurs de l'école, des activités périscolaires pour accompagner cette réforme qui, aujourd'hui, donne satisfaction, d'après la CAF, à 80% des parents parisiens. Ce qui est certain, c'est que ces 4 jours d'école, c'est vraiment une parenthèse de l'histoire de l'école de France. 4 jours et demi a été la règle depuis longtemps et que nous ne voyons pas du tout d'un bon œil un retour. C'est assez variable en fonction des communes, mais nous ne voyons pas du tout d'un bon œil un retour à ces 4 jours qui nous ferait redécrocher du nombre de jours d'école par rapport à la moyenne de l'OCDE. Est-ce que vous êtes d'accord, Liliana Moiano, pour dire que tout de même, malgré le chaos des débuts, aujourd'hui on est arrivé à quelque chose de satisfaisant, d'abord pour les enfants?
Et voilà, parce qu'il faut surtout parler de l'intérêt des enfants. Et comme ça a été dit, effectivement, il ne faut pas avoir la mémoire courte concernant la semaine des 4 jours. Nous, en tout cas, au niveau de la FCPE, on avait beaucoup travaillé, on s'était mobilisé. Et au moment de la proposition et du décret payant, nous étions prêts. Et effectivement, en France, par rapport aux pays de l'OCDE, c'est là où il y a le calendrier scolaire le plus déséquilibré, avec des semaines extrêmement denses, extrêmement pesantes, extrêmement fatigantes, avec des longues vacances. Donc nous, ce qu'on demande aujourd'hui au ministre, c'est pas de revenir sur la semaine de retoucher au rythme, mais au contraire d'y aller plus loin et de travailler maintenant sur le calendrier scolaire annuel, parce que le travail et la solution se trouvent dans cette harmonisation au niveau de l'année et notamment des vacances d'été. Là-dessus, il y a consensus, Gérard Longuet. D'ailleurs, dans votre rapport, vous en parlez. Nous avions, avec la semaine de 4 jours, 144 jours dans le primaire par an, alors que la moyenne de l'OCDE doit être à 187, c'est-à-dire 43 de plus. Donc, manifestement, nous avons une ambition qui est répartie sur un tout petit nombre de jours, et donc des journées très chargées, des semaines très intenses et des semaines de vacances trop nombreuses, je suis désolé de le dire. Et notamment la très longue rupture des grandes vacances. On estime qu'elle est dommageable aux apprentissages. On les perd pendant ces plus de 2 mois de vacances. Oui, c'est une rupture, mais c'est également un manque de jours d'enseignement. Ce que disait Gérard Longuet à l'instant est exact. Nous sommes en deçà, même avec les 4 jours et demi, des 185 jours environ en moyenne dans l'OCDE. C'est insuffisant. Donc, effectivement, cette réflexion peut se faire en réfléchissant sur l'ensemble de l'année. Mais pour ça, il faut aussi une concertation. Et pas seulement avec les parents, aussi, je crois, avec les enseignants. Et les élus. Et les élus ce que vous faites à Paris, mes enfants scolarisent leurs propres enfants à Paris, donc je vois à peu près comment ça fonctionne. Ça fonctionne différemment en province parce que nous avons des problèmes très spécifiques de ramassage scolaire. Et c'est toujours un petit peu plus compliqué avec un peu moins de moyens et peut-être un peu plus de bonne humeur et de proximité. Mais les élus apportent des réponses en termes de locaux, mais ils sont tout à fait capables d'apporter des réponses en termes d'organisation et en termes d'activité périscolaire. Et moi, j'aimerais avoir votre sentiment de présidente de parents d'élèves ou d'élus responsable. Moi, j'ai le souvenir plutôt heureux des devoirs faits à l'école qui vous libéraient à la maison. Et je crains qu'à la maison règne la console de jeu et l'écran numérique. C'est d'ailleurs l'une des grandes propositions de Jean-Michel Blanquer. Et de ce point de vue-là, je soutiendrai volontiers Jean-Michel Blanquer. Il propose déjà de la mise en place de stages de soutien gratuits fin août pour passer du CM2 à la 6e. Et ensuite, plus largement, il veut qu'on puisse avoir ce dispositif, notamment au collège, de devoirs faits, c'est-à-dire faits au collège avant de rentrer chez soi. La FCPE a toujours été contre les devoirs à la maison parce que nous pensons que ça doit se faire dans le temps de l'école. Et à la maison, règne d'autres choses, pas les consoles forcément, mais il y a effectivement des inégalités à la maison, d'autres choses à faire. Mais effectivement, c'est question de devoir accentuer des inégalités. Pour revenir à la question des rythmes, aussi, les enfants qui vont être le plus pénalisés, c'est ceux qui sont déjà fragilisés, en difficulté, avec un retour à la semaine des 4 jours. Voilà, parce que ceux pour lesquels ça va bien, ils arriveront à s'en sortir. Ils s'adapteront quoi qu'il arrive. Voilà, et au niveau effectivement du calendrier très important, parce que ceux qui sont les plus impactés, c'est les enfants qui ne partent pas en vacances, il n'y a pas les moyens, donc ils restent là, ils ne vont pas faire de la découverte, ils ne vont pas s'ouvrir l'esprit parce qu'on n'a pas les moyens de partir, et quand le retour de l'école s'est fait, ils mettent plus de temps à retrouver ce rythme. Donc nous, ce que nous demandons au ministre, M. Blanquer, c'est de revoir, d'aller plus loin, de ne pas s'arrêter ou faire marche arrière, mais d'aller plus loin et notamment mettre une fois pour toutes la question du calendrier scolaire. La FCPE a travaillé, a présidé une commission là-dessus. Il faut vraiment avancer. Alexandra Cordoba, faut-il revoir le calendrier scolaire ? Alors, sans doute faut-il aller plus loin. Certainement pas pour atteindre l'objectif qui, je crois d'ailleurs, est cher au ministre. En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit à plusieurs reprises. Il faut d'abord
accepter de mesurer sur le temps long. Et donc un peu de stabilité, malgré tout, pas faire, défaire et obliger l'ensemble des familles et des acteurs de l'école à bouleverser de nouveau leur organisation. Et puis, il ne faut pas revenir en arrière. Et ça, je pense que c'est très important. Si on ne veut pas être dogmatique, il faut consolider ses acquis. Moi, j'aurais trouvé plus judicieux, par exemple, sur cette question des rythmes, de plutôt aider davantage les communes qui avaient eu du mal à mettre en place les dispositifs d'accompagnement périscolaire, plutôt que de leur proposer d'arrêter. Ça aurait été sans doute meilleur pour la réussite de tous les enfants. Jean-Michel Blanquer ne cesse de dire qu'il ne veut pas de zigzag, que l'éducation nationale a trop souffert des réformes en cascade, mais est-ce que tout de même ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas une forme de détricotage à bas bruit, Gérard Longuet? Il faut lui poser la question et il est majeur et vacciné, il sera capable de vous répondre. Moi je souhaite, alors là nous sommes peut-être en désaccord, qu'on privilégie le travail scolaire après les heures de classe, c'est-à-dire les devoirs, plutôt que les activités périscolaires qui sont de nature et d'intérêt très inégales. Alors il y a un autre sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est aussi la question du redoublement, puisque Jean-Michel Blanquer a dit ce matin qu'il était favorable à son rétablissement. En 2014, Najat Vallaud-Belkacem avait pris un décret pour exclure le redoublement, jugé inefficace, trop coûteux pour l'État. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le redoublement, c'est utile pour les élèves, pour les enfants? Non. Nous pensons qu'il faut sortir de ces débats qui n'est pas, nous pensons, à la hauteur des enjeux. Nous devons plutôt parler d'un véritable plan de lutte contre le décrochage scolaire, un véritable plan des luttes contre les inégalités scolaires. La question du redoublement, si ça marchait, il faut une fois de plus regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs. Et d'ailleurs, le ministre est toujours très attentif à ce qui se passe dans les autres pays. Et dans les autres pays, on est sorti depuis longtemps. Et il regarde d'ailleurs d'une manière assez ébahie ces débats parce que ça coûte cher. Et le redoublement consiste très souvent à faire peser exclusivement sur l'élève l'échec scolaire. Donc nous, ce que nous pensons, c'est qu'il faut mettre en place des véritables accompagnements pédagogiques. Il faut vraiment faire un travail vraiment sur mesure par rapport aux élèves, parce que c'est aussi souvent là, dans ces années blanches de redoublement, que le décrochage définitif s'installe. On a d'ailleurs vu cette donnée derrière vous tout à l'heure, 22% des élèves de moins de 15 ans en 2015 avaient déjà redoublé, c'est 2 fois plus que la moyenne des pays de l'OCDE et ça n'a pas porté ses fruits. Voilà, c'est une mesure qui a été mesurée comme inefficace. Monsieur Blanquer parle des bonheurs de l'évaluation et de la science dans la mesure de son travail. Je pense que ça mériterait d'être regardé de plus près. Et puis, on le sait, pour la réussite, et là je suis tout à fait d'accord avec Madame Moyano, pour la réussite de l'enfant, il faut concentrer ses efforts pour accompagner au mieux les enfants qui sont les plus en difficulté. Et pour ça, notamment, vous parliez tout à l'heure de mettre l'accent sur les activités scolaires à l'école et permettre l'apprentissage dans de meilleures conditions, 5 matinées par semaine, mais aussi tout ce qui fait les différences et la ségrégation de l'école en France, c'est que tous les enfants n'ont pas accès à la culture de la même manière. Et le périscolaire, dans un contexte où tous les acteurs de l'école travaillent de concert dans une bonne dynamique, permet également de donner accès à la culture scientifique, à la culture artistique, au numérique, au code, au sport, à des enfants qui n'auraient pas eu accès sinon. Et ça profite à leur épanouissement. On revient donc au périscolaire. Mais Gérard Longuet, sur le redoublement, quand même. Sur le redoublement, je suis plus nuancé parce que l'adolescence, deux observations. L'adolescence est une période extrêmement sensible et l'enfant ne peut ne pas être le même à quelques mois de distance, d'intervalle. Et donc le redoublement n'est pas une solution, il ne faut pas l'exclure pour autant. En revanche, sur le primaire, moi je suis pas favorable au redoublement, mais je suis favorable à un contrôle effectif de la maîtrise de la lecture et de l'écriture. Parce qu'une absence de lecture détectée suffisamment tôt permet de sauver le collège. Si on part du principe qu'on ne redouble pas, qu'on passe aux voisins. Vous savez, un jour, un instituteur m'a défendu la classe unique. Vous savez, les vieilles classes uniques où on avait tous les niveaux dans la même salle, en me disant 2 choses.
d'une part, les grands aident les petits, ça plus ou moins, mais c'est vrai quand même. Et deuxièmement, l'instituteur était en charge d'un produit fini, livré, utilisable en quelque sorte avec le certif. Aujourd'hui, quand ça ne va pas, on passe au voisin et on espère que le voisin réglera le problème. On donne la patate chaude aux voisins, voilà, en quelque sorte. Et après, il ne faut pas oublier quand même qu'on est sur une logique plutôt des cycles. Hein. Et il faut, effectivement, si dans l'année, il y a des choses qui n'ont pas été suffisamment acquises, c'est vraiment une logique des cycles. En fait, c'est le suivi de l'élève qui pose problème. Il faut être dans une alternative pédagogique plutôt que sortir des vieilles recettes qui ne fonctionnent pas. On a trop utilisé le redoublement dans le système français, vous le pensez? Oui, et les études le montrent, et ça coûte cher et ce n'est pas efficace. Il faut être vraiment dans une alternative pédagogique, un accompagnement, sortir de cette effectivement situation dans laquelle on fait peser sur le seul élève la responsabilité de l'échec. Il faut vraiment se mobiliser autour de lui et faire en sorte effectivement qu'on puisse l'accompagner pour qu'il n'y ait pas de décrochage définitif. Les collectivités locales ont leur rôle à jouer, y compris dans la construction de passerelles entre la maternelle et le primaire, entre le primaire et le collège, dans l'accompagnement des équipes éducatives pour avoir une vision de l'enfant dans son ensemble. Tous les intervenants doivent collaborer. Personnellement, je serais plutôt partisan de l'école le samedi matin et d'avoir pour le mercredi matin, en effet, des activités culturelles. Et Paris, par exemple, le permet, parce que Paris, c'est une mine, c'est un trésor ouvert en permanence et on peut emmener les enfants. Mais c'est une autre découvrir des choses que leurs parents ne leur font pas découvrir ou qu'ils découvriront eux-mêmes plus tard, leur donner cet appétit. Mais sectionner en 4 fois 45 minutes, je pense que c'est pas très efficace. Mais enfin, c'est un sentiment personnel, je ne suis pas le plus expert. Pour conclure, je voudrais qu'on dise un mot de la réforme du collège, puisque Jean-Michel Blanquer a donné plus de latitude aux chefs d'établissement qui pourront rétablir, s'ils le souhaitent, les classes bilangues, des heures de latin-grec, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Pardonnez-moi, je souris parce que Jean-Michel Blanquer a des convictions fortes et c'est toute la complexité du système politique que les Français vont arbitrer en ce qui concerne les législatives dimanche prochain. Il a des convictions fortes et ces convictions reposent sur la différenciation et sur la responsabilité du chef d'établissement. Et donc, à travers cette mesure, il restitue la responsabilité du chef d'établissement et les options qu'il évoque sont des options que je pourrais qualifier, ça ne me choque pas, de sélectives et tendantes à la qualité. Moi, ça me va très très bien. Vous êtes très blanquérien, Gérard Longuet. Je suis assez blanquérien parce que Blanquer est un homme de droite. Je suis à droite. Voilà, oui. Mais j'aimerais qu'il n'y ait pas de malentendu et qu'on comprenne bien ce qu'ils disent. Et ce qu'il dit, c'est au chef d'établissement de donner sa signature personnelle à l'établissement. Et ça mérite débat. Ça fait craindre des collèges à plusieurs vitesses aussi, l'autonomie entre établissements. Absolument, la concurrence entre établissements. Et puis rétablir des options au détriment d'heures qui sont disponibles pour tous les enfants, ça n'est pas nécessairement la meilleure voie. On dit par exemple que au collège, le collège est très discriminé avec des très grosses différences, y compris de composition des établissements. Il ne s'agit plutôt que de faire en sorte que tous les collèges donnent le meilleur à l'ensemble des enfants dans un cadre de mixité, est préférable à rétablir une concurrence entre établissements qui a bien du mal à céder notamment à la réforme de la refondation de l'école. Un dernier mot, oui, s'il vous plaît, et permettez-moi vous dire, tous les propositions que le ministre a fait, il a d'ailleurs amené des amendements ce matin sur les éléments par rapport au collège qui nous vont plutôt bien, mais tout ça, on a quand même des interrogations et des inquiétudes, parce que tout ça, c'est à moyen constant, donc on a encore des coûts de la réforme restent entiers. Et il ne faut pas... l'FCPE est pour l'innovation pédagogique. L'FCPE, effectivement, c'est pour la créativité, la construction des projets particuliers, etc. Mais tout ça dans un cadre d'éducation nationale dans lequel tous les enfants, quelle que soit leur origine, leur situation géographique, aient accès au même projet. Voilà, au même projet avec de l'innovation pédagogique et la possibilité effectivement au chef d'établissement de produire, d'impliquer les parents et de produire un vrai projet d'établissement. La nuance est très importante pour nous, elle est forte parce qu'effectivement pour nous, la liberté ne doit pas être synonyme d'inégalité. Voilà.
Je rebondis sur les coûts constants, Gérard Longuet. Il y a des réformes qui vont... des budgets de l'enseignement scolaire. Je le sais bien, Gérard Longuet. Et je n'imagine pas que l'État puisse mobiliser, je suis désolé de vous le dire, Madame la Présidente, des sommes considérablement supérieures. Je ne l'imagine pas. Ça va le nécessiter, le dédoublement en ZEP, les heures d'études dirigées avec des enseignants volontaires payés en heures supplémentaires. Ça s'appelle la loi de finances. Et ça sera pour dans quelques mois, et en tout cas bien après les élections législatives. C'est exactement ce que je voulais dire. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. Merci Alexandra Cordoba. Merci à vous. Merci beaucoup Liliana Moyano. Merci Gérard Longuet. Merci. Et on donc poursuit sur cette thématique avec Saveria Rojek. Vous êtes avec le sénateur UDI Loïc Hervé pour une réaction au rapport du Sénat justement sur les rythmes scolaires, on vient d'en parler, et sur ces pistes envisagées plus largement par Jean-Michel Blanquer. Bonjour Loïc Hervé. Bonjour. Le gouvernement publie donc aujourd'hui le décret qui rend possible le retour à la semaine de 4 jours. Quelle est votre réaction, vous qui justement avez beaucoup travaillé sur cette réforme des rythmes scolaires? Ce qui est très important à savoir quand on parle du Sénat, c'est de se rendre compte quelle a été la réaction des élus locaux au moment où a été annoncée cette réforme des rythmes scolaires. Et on peut se rendre compte que cette réforme, elle a été appliquée de manière très autoritaire, venue d'en haut, avec très peu de concertation sur le terrain. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, finalement, l'objet de la mission du Sénat, c'était justement de faire le bilan de l'application de cette réforme et de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et de se remettre à l'écoute des élus locaux. Je crois que le ministre a été reçu par la présidente de la commission hier, et l'important c'est de renouer un dialogue entre l'Assemblée qui représente les territoires et les élus, et l'exécutif, le gouvernement, pour permettre de mettre une réforme qui soit plus en rapport avec la réalité. Mais est-ce que c'est une bonne chose, selon vous, ce retour à la semaine de 4 jours? Je crois que ce qui est important, c'est de redonner de la liberté aux collectivités. Là où la réforme a été mise en place et où elle fonctionne, il faut qu'on puisse laisser les élus la faire durer telle qu'elle est. Donc vous saluez ce retour à la souplesse? Bien sûr. Et par ailleurs, dans beaucoup de territoires, le retour à la semaine de 4 jours va être une décision politique des élus et il faut qu'on puisse l'accompagner. Cette souplesse, elle est nécessaire. Donc, le retour à la semaine de 4 jours va réellement donner plus de souplesse? Vous y croyez? Vous ne pensez pas que cette réforme arrive trop rapidement? On est à peine 2 mois de la rentrée scolaire. Je crois qu'il y aura dans beaucoup de territoires un report en 2018 au niveau de la rentrée scolaire parce qu'elle est souvent prête. Il y a des territoires qui sont prêts à revenir à 4 jours parce que vous savez qu'il y a des rythmes économiques, sociologiques, culturels dont il faut tenir compte. Et donc la souplesse, elle est aussi dans le temps de savoir si c'est septembre 2017 ou septembre 2018. Et qu'en est-il du temps consacré aux apprentissages en classe? Je sais que vous avez également beaucoup travaillé là-dessus. Il y a 2 choses. Il y a d'abord les rythmes de l'enfant. Ces rythmes de l'enfant, ils sont d'abord liés au rythme de la famille. Et puis il y a effectivement la durée du temps, et d'ailleurs le rapport propose qu'on limite à 5h30 par jour les durées d'apprentissage, le rapport de Jean-Claude Carle et de Gérard Longuet, et donc c'est important qu'on a travaillé aussi là-dessus. Il ne faut pas refaire tout le débat de la chronobiologie, de la vie des enfants, etc. L'important c'est qu'on puisse, territoire par territoire, commune par commune, ou ensemble intercommunal par ensemble intercommunal, prendre des décisions qui soient le plus pragmatique et surtout qu'il ne génère pas de coûts nouveaux. Cette réforme, elle a coûté très cher aux collectivités locales. Donc qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au gouvernement? De la souplesse et surtout au ministre Blanquer d'écouter les maires, d'écouter le Sénat et les conclusions du rapport Carle Longuet, et surtout de se mettre à l'écoute des territoires, de redonner de la décentralisation, de l'adaptation aux territoires. C'est vital. Vous savez, je viens d'un territoire de montagne dans lequel on a adapté les rythmes scolaires en fonction des habitudes des enfants, notamment l'apprentissage du ski. Et ça fonctionne. Donc tout ce qui fonctionne, il faut le garder. Ce qui fonctionne moins bien, il faut revenir dessus. De la souplesse, donc. Toujours. Merci beaucoup. Merci Loïc Hervé. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Saveria. Il est 19h, l'heure du rappel des titres dans Politique 360. J-3 avant le premier tour des élections législatives, alors que s'annonce un raz-de-marée de la République en marche et que les partis traditionnels s'effondrent, l'Assemblée nationale devrait connaître un profond renouvellement. On en parle dans le deuxième débat de Politique 360.
Jusqu'où veut aller le gouvernement dans la logique sécuritaire? Selon un document dévoilé par le quotidien Le Monde, la loi antiterroriste qui doit être présentée en Conseil des ministres à la fin du mois fait entrer l'état d'urgence dans le droit commun. Les associations et les magistrats sont inquiets. Enfin, place au prix du Sénat du livre d'histoire présidé par Jean-Noël Jeannenet. C'est le spécialiste du Japon, Pierre-François Souiri, qui est récompensé cette année pour son ouvrage Moderne sans être occidental aux origines du Japon, aujourd'hui publié chez Gallimard. Il est notre invité tout à l'heure. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission avec le hashtag politique360. Je vous le disais en titre, selon un document dévoilé par le quotidien Le Monde, le projet de loi antiterroriste qui doit être présenté en Conseil des ministres le 21 juin fait entrer l'état d'urgence dans le droit commun. Les associations, les magistrats sont inquiets. Quentin Calmet est allé les voir. C'est un document présenté hier en Conseil de défense et dévoilé aujourd'hui par le journal Le Monde. Il publie les 13 pages à en tête du ministère de l'Intérieur et intitulé « Projet de loi renforçant la lutte contre le terrorisme et la sécurité intérieure ». Le texte vise à faire rentrer dans le droit commun des mesures exceptionnelles de l'état d'urgence. Perquisition, assignation à résidence, fermeture de lieux de culte, des mesures exceptionnelles prises par les préfets et le ministère de l'Intérieur et qui pourraient donc rentrer dans le droit commun, sans contrôle des juges. Il n'en fallait pas plus pour provoquer une levée de boucliers des syndicats de magistrats. Selon eux, ce projet de loi est scandaleux. On créerait un état policier où l'état d'urgence serait permanent. À partir du moment où on restreint les libertés individuelles, les libertés d'aller venir, il faut absolument qu'on ait un contrôle de l'autorité judiciaire. Des mesures qui inquiètent également les associations de défense des libertés individuelles. À la Ligue des droits de l'homme, on avoue avoir été effaré en découvrant le document. Retrouver des mesures dérogatoires du droit commun, mais concrètement, la rétention administrative, les perquisitions administratives, la possibilité de mettre des bracelets électroniques sous la seule autorité d'un préfet, nous a paru être un recul de l'état de droit de manière assez sidérante. Nous allons alerter la population. On est à la veille des élections législatives. Ce sera justement aux Françaises et aux Français de choisir des parlementaires qui seront alertés sur ce sujet et qui, j'espère, ramèneront tout le monde à la raison et à l'état de droit. Aucune confirmation du ministère de l'Intérieur contacté aujourd'hui, mais déjà les premières réactions politiques se font entendre. Dans un communiqué, le Parti socialiste appelle Emmanuel Macron à renoncer à ce projet de loi. J-3 avant le premier tour des élections législatives. Les sondages donnent une large avance à La République En Marche, tandis que les partis traditionnels s'effondrent. Va-t-on à grands pas vers le parti unique? C'est en tout cas la crainte de la droite. On en débat dans un instant, mais d'abord l'état des forces par Cécile Sixou. Un raz-de-marée avec 400 députés et 30% des intentions de vote. La République En Marche pourrait obtenir une large majorité au Palais Bourbon. Des sondages inquiétants pour les Républicains et les socialistes qui défendent la nécessité d'une opposition. Cela voudrait dire que nous aurons une Assemblée nationale qui votera au canon, qui sera une chambre d'enregistrement, et il n'y aura pas d'opposition au Parlement. Si vous n'avez pas une opposition qui oblige l'exécutif à composer, l'exécutif décide et le Parlement n'est pas un contrepoids. Pour que l'Assemblée nationale fonctionne bien, il faut qu'il y ait une majorité et une opposition. J'ai connu une époque après 2007 où il y avait une majorité très très large pour la droite et le centre. Eh bien, quand vous arrivez dans l'hémicycle à l'Assemblée et que vous défendez un texte, vous ne tenez pas compte de l'avis des autres de la même façon. Vous n'écoutez pas vraiment ce que font les autres en disant « ils sont pas nombreux, ça compte pas beaucoup ». Pour Gérard Larcher, le président du Sénat, si l'opposition ne se fait pas à l'Assemblée nationale, elle se fera dans la rue. Faux, répond Jean-Louis Bourlange, candidat En Marche aux législatives. Les Français comprennent de mieux en mieux que ce pays a besoin de changements et ils sont prêts à les accepter à la condition que ces changements soient justes, mais le président est tout à fait hostile à une méthode autoritaire, en force, etc., brutale. Donc, on engage le dialogue. Il reviendra en effet à Emmanuel Macron, s'il dispose d'une large majorité, de ne pas faire des députés une armée de petits soldats.
Et on ouvre le débat, le deuxième débat de politique 360 consacré aux élections législatives, aux enjeux, au probable raz-de-marée de la République en marche et à l'effondrement des partis traditionnels. Avec mes invités sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Claire Ruel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante en communication à l'Université Paris 13. Merci d'être avec nous. Également avec nous, Eddy Fougier. Bonjour. Vous êtes politologue et chercheur associé à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, l'IRIS. Bonjour. Bonjour. Et enfin, avec nous, Emmanuel Rivière, directeur de Kantar Public France. Bonjour. Alors, Emmanuel Rivière, justement, faut-il s'attendre à un raz-de-marée de la République en marche lors de ces élections législatives? Certains sondages vont jusqu'à prédire 400 députés sur 577 de la République en marche. Est-ce que, quelle est votre photographie à vous? Notre photographie est effectivement d'une large majorité, au-delà des 300. Après, il faut rester prudent, parce qu'on fait un exercice qui consiste à partir de résultats de répartition des votes au premier tour, à anticiper sur ce que sera le second tour. Et on sait qu'entre les deux tours, il peut y avoir des correctifs. Mais ce qui est frappant, c'est que le score que l'on prête au candidat République en marche au premier tour, autour de 30%, 31% dans le sondage, n'est pas colossal. Il y a eu des majorités construites avec des scores supérieurs à 40% au premier tour, plutôt les majorités de droite d'ailleurs, et puis le Parti socialiste en 2012 obtient une majorité avec 34%. Là, on serait en dessous. Mais il y a un tel éparpillement des autres, et un tel écart par rapport aux autres, que effectivement, si on regarde ces premiers tours et qu'on les projette dans les circonscriptions, eh bien on aboutit à un grand nombre de duels en fait, où dans le plus grand nombre de cas, il y a un candidat en marche, confronté soit à la droite le plus souvent, soit à la gauche, et bénéficiant dans tous les cas du ralliement des électeurs éliminés par l'effet de la centralité d'En Marche. Et c'est ça qui fabrique en fait ce raz-de-marée possible au second tour. C'est pas tellement le score ultra dominant de En Marche, c'est l'éclatement des autres. Et le fait qu'En Marche étant un parti centriste, eh bien, on s'y rallie plus facilement qu'à d'autres. Alors vous dites donc que c'est peut-être pas forcément tant le renouvellement, l'envie de renouvellement qui explique bien cette réussite d'En Marche, mais plutôt finalement l'effondrement des partis traditionnels. D'un certain point de vue, oui, mais enfin, bon, on voit bien qu'il y a cette volonté. Il y a quand même une envie de renouvellement. Cette idée de dégagisme qui avait été mise en avant par Jean-Luc Mélenchon vaut pour les candidats aussi aux législatives. Déjà, il y a un tiers de députés qui ne se représentent pas, il y a beaucoup de figures qui elles-mêmes ont décidé de ne pas concourir. Et donc là... Il y a les figures qui sont mal en point aussi. Y compris des Najat Vallaud-Belkacem, des Nathalie Kosciusko-Morizet, qui sont censés être des jeunes figures politiques qui peuvent être effectivement battues selon les enquêtes. Donc il y a cette soif de renouvellement qui vaut encore pour la République en marche, ce qui n'était pas évident il y a quelques semaines encore. Rappelez-vous, l'hypothèse d'une cohabitation avec les Républicains n'était pas totalement infondée. François Baroin a commencé sa campagne sur cette thématique-là. L'idée que ça sera finalement assez juste et qu'il y aura besoin d'apport de députés socialistes ou de députés républicains était aussi une hypothèse qui était considérée comme juste. Aujourd'hui, on est dans un autre excès. On considère qu'il y aura trop de députés et que le trop de pouvoir tue le pouvoir, comme le disait Cambadélis. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'effectivement, il y a cette volonté de changer les visages également à l'Assemblée nationale, comme on l'a eu au sein de l'exécutif, et même les affaires n'ont pas nécessairement un impact, que ce soit l'affaire Ferrand ou d'autres affaires. Il y a une affaire qui est sortie dernièrement sur Jacques Mézard, mais qui passait inaperçue parce que c'était dans la presse professionnelle, mais effectivement, ça n'a pas d'impact pour l'instant. Anne-Claire Ruel, effectivement, les affaires n'ont pas pour l'instant d'impact sur le scrutin et malgré bien certains... Non, oui, pas tellement. En revanche, je pense que je minimiserais un peu cette macromania actuelle, c'est-à-dire que quand on voit sur le terrain, il y a une forme d'indifférence, et effectivement, c'est le morcellement des partis qui fait que tout d'un coup, il y a une force politique qui émerge ainsi. C'est effectivement aussi le non-renouvellement du mandat de 325 députés, donc 40% quand même des députés qui ont décidé de conserver leur mandat local dans le cadre l'effet de la loi sur le non-cumul des mandats. Du non-cumul des mandats qui crée un peu cet appel d'air aussi. Donc on va voir ce qui va se profiler par la suite. Mais voilà, je pense que c'est plutôt
du SA. D'ailleurs, c'est assez intéressant quand on s'intéresse aux éléments de langage de Cambadélis et de Barouin en ce moment. Ils ont exactement le même discours, c'est-à-dire qu'ils vous expliquent qu'en gros que non, le Parti socialiste, remplacé par ce que vous voulez, donc les Républicains n'ont pas disparu, mais que c'est la maison qui doit être reconstruite. Donc ils font déjà le constat finalement d'un échec à venir de leur force politique. D'ailleurs, en disant qu'il n'y avait pas que l'appétit de renouvellement, donc dans ce scrutin, on constate que l'abstention pourrait être très forte pour ce premier tour. Emmanuel Rivière, est-ce qu'il faut s'attendre à des records d'abstention sur ce premier tour des législatives? C'est assez délicat à dire. Chez les Français de l'étranger, déjà la semaine dernière, ça a été très fort. Ça a été très fort, 19% de participation. Seulement, il y a 5 ans, c'était 20%, et il y a 5 ans, on pouvait voter par un vote électronique. C'est une possibilité qui n'a pas été offerte. Donc, finalement, ça a relativisé, donc. Ça permet de relativiser. Après, bon, il y a différentes enquêtes. La nôtre, il y a 10 jours, donnait une participation relativement élevée. Mes confrères d'Ipsos, ou 10 fois plutôt, avec la Fondation pour l'innovation politique, je crois, ont un indicateur plus modéré. Mais Ipsos a sorti quelque chose à 40% de participation. Ça reste flou. D'abstention, pardon. Ouais. 40% d'abstention serait plus qu'en 2012. Et puis un sondage aujourd'hui qui donne une abstention très élevée, quasiment la moitié. Alors, il faut savoir que c'est un comportement qui est très difficile à anticiper. En fait, les gens surdéclarent leur participation. De fait, il y a un certain nombre d'éléments qui pourraient faciliter l'abstention, qui est une forme de lassitude, le fait qu'on est effectivement dans un scénario qui semble écrit d'avance, et quand il n'y a pas de suspense, ça incite assez peu. Puis il faut bien reconnaître que les perdants, et les 4 perdants, les 4 grands perdants de l'élection présidentielle, Parti socialiste et la France insoumise à gauche, les Républicains et à l'extrême droite, le Front national, n'ont pas vraiment trouvé le levier pour entretenir la flamme, profiter du score qu'ils avaient fait, finalement pas si éloigné que ça de celui d'Emmanuel Macron pour Marine Le Pen et François Fillon au premier tour. Pour Marine Le Pen, les ennuis ont commencé entre les 2 tours, et pour les Républicains, dès la nomination d'Édouard Philippe. Donc, ce moteur de participation, il est aussi un petit peu cassé. Après, il semblerait que les gens trouvent aussi une certaine jouissance à faire ce que mentionnait Di Fuggi, c'est-à-dire jouer au grand chamboule-tout une fois de plus. Et ça pourrait être quelque chose qui ferait en sorte que la participation ne serait pas trop mauvaise. Alors les probables perdants parlent déjà de leur défaite, et ils parlent déjà d'un parti unique. Alors Anne-Claire Ruel, est-ce que ça peut être une réelle crainte? C'est aussi un élément de langage pour faire peur. On a vu le président du Sénat, Gérard Larcher, avertir aujourd'hui sur une trop faible opposition, de gros problèmes au Parlement. C'est ce que vous soulignez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on craignait au préalable qu'Emmanuel Macron n'ait pas la majorité, et aujourd'hui, voilà, on craint qu'il ait une forme de parti unique. Non, ce qui est plutôt à analyser en ce moment, c'est quel contre-pouvoir pour Emmanuel Macron post-législative. Comment va s'organiser la démocratie? Parce que souvent, quand elle s'organise en dehors du Parlement, complètement en dehors du Parlement, je dirais, ça crée quand même un certain problème. Vous parlez de l'opposition dans la rue. Oui, et puis oui, de l'opposition dans la rue, très clairement. D'ailleurs, c'est assez aussi intéressant de regarder les éléments de langage justement donc des Républicains et du Parti socialiste, et qu'on ne les a jamais vus aussi écologistes finalement, parce qu'ils prônent la biodiversité au niveau de cette assemblée. Mais oui, ça risque de se mobiliser, et dans la rue après, notamment, on va voir, parce que pour l'instant, il est sur une forme d'état de grâce qui se poursuit. Les annonces vont être, les ordonnances devraient arriver au courant de l'été, donc on va voir comment ça réagit à la rentrée. Mais... Effectivement, on peut craindre que l'opposition se déplace dans la rue si elle est trop faible au Parlement, Elie Fougier. Alors, sur la question de la participation, effectivement, si on est socialiste ou si on est républicain, on se dit, là on voit des chiffres, on se demande même si le Parti socialiste pourrait avoir un groupe à l'Assemblée, effectivement, c'est pas très mobilisateur. Et l'idée du parti unique, c'est pas nécessairement très mobilisateur. Alors, sur la question de l'opposition, le risque aussi, c'est qu'il n'y ait pas nécessairement une opposition très, très nette.
c'est-à-dire il y aura des républicains, il y aura un groupe républicain, c'est certain, il y aura des oppositions un peu éparses, Front National, un peu France Insoumise, un peu Parti Socialiste, donc on aura du mal à identifier le leader de l'opposition, et donc effectivement sur un certain nombre de sujets, on aura l'impression que ça passe très facilement à l'Assemblée nationale, mais que ça va coincer dans la rue. La question centrale, bien sûr, de la réforme du Code du travail va très très vite se poser, et là on va avoir le sentiment d'un décalage, et c'est ce qui a pesé dans la séquence électorale qu'on vient de vivre, entre la représentation nationale et ce que veut véritablement le pays. Et donc, finalement, ça n'est pas nécessairement une bonne nouvelle qu'il y ait autant de députés, parce qu'on oublie une chose, au-delà du Macron-mania ou autre, l'éparpillement des partis, il y a l'effet encore des institutions et du mode de scrutin. C'est ça qui fait qu'à 30% au premier tour, effectivement, on peut avoir 350, 360 députés. Et Emmanuel Rivière, oui, Anne-Claire Ruel, est-ce que ça va amplifier cette fracture qu'il pourrait y avoir entre le peuple et la représentation du peuple? Oui, ça peut amplifier cette fracture. Et puis on voit la trace un peu gaulienne que souhaite imposer Emmanuel Macron à son début de quinquennat. Et la trace gaulienne, c'était quoi? C'était une souveraineté étatique de fait. C'était le parlementarisme un peu apprivoisé, voire même domestiqué. Et puis c'était la fin aussi du système partisan. Et on voit que, alors la comparaison ne tient pas beaucoup parce que entre les deux époques, il y a quand même un monde. Et justement, je pense que on arrive à la fin d'un système d'institutions qui ne colle pas très bien, même au personnage Macron, même s'il essaie de prendre les habits un peu de tout ça. Et donc oui, ça va créer une forme de problème à venir. Emmanuel Rivière. Alors, problème qui n'est pas inédit, parce que des majorités écrasantes à l'Assemblée nationale, il y en a eu en 93, il y en a eu en 2002 avec 365 députés pour l'UMP, donc un seul parti, alors qu'en 93 c'était au moins réparti entre le RPR et l'UDF, et à ce moment-là d'ailleurs, ceux qui sont les républicains aujourd'hui n'étaient pas catastrophés d'avoir 365 députés, ça leur est venu sur le tard, cette hantise de la majorité pléthorique. Quand on est en majorité. En fait, il y a une autre question et qui, évidemment, j'anticipe un petit peu, mais après tout, on a la Public Sénat. C'est celle du Sénat, précisément. Les sénatoriales, les sénatoriales, le renouvellement ne se fait pas du tout de la même manière. Donc, il y aura un renouvellement partiel sur des électeurs qui, eux, sont issus des scrutins précédents où En Marche n'existait pas. Et parallèlement, sans doute, une tentation assez forte chez un certain nombre de sénateurs qui se sentent proches de cette majorité, de ces idées et de ces projets, de s'y rallier. Donc ce sera intéressant de voir ce qui va se passer. Il y aura un dialogue inédit entre les deux chambres et des reclassements. Des reclassements. Effectivement, là, on pourra se poser la question de savoir où sont les contre-pouvoirs, s'ils sont dans la rue, s'ils sont en opposition. Mais le feuilleton... c'est vrai qu'on anticipe un petit peu. Faisant l'hypothèse qu'En Marche dispose d'une majorité absolue assez nette, toute la question qui va se poser immédiatement derrière, c'est où est l'opposition ? Qui est l'opposition et principalement qu'est-ce qui arrive à la gauche. Et puis ça contraindra Emmanuel Macron au résultat. C'est-à-dire que s'il a une majorité, une forte majorité, on ne trouvera pas tellement d'excuses au fait de ne pas avoir de résultat par la suite. Est-ce qu'il n'y a pas une certitude, c'est qu'en tout cas, cette opposition, ces partis traditionnels, ils vont devoir en tout cas se renouveler. Pour l'instant, on tait un petit peu les fractures avant les législatives, mais après, ça va être les règlements de compte, il va y avoir des débats infinis. Alors, on n'a pas tellement réussi à taire les fractures. C'est-à-dire si la France, une des raisons pour lesquelles la France insoumise est en peine de reproduire son score. Parce que si on en croit les enquêtes, entre le 19,5% de Jean-Luc Mélenchon et le score des candidats à la France insoumise, il y a un gap de 7 à 8 points. Et c'est notamment parce que les fractures ont éclaté dès le lendemain. Et avec le principal allié de Jean-Luc Mélenchon, qui était le Parti communiste. Donc c'est cette grande difficulté-là qui est pas d'aujourd'hui, qui a été une difficulté pour la gauche à se définir pendant le quinquennat de François Hollande, qui l'a vraiment mise au pied du mur. On n'en a pas parlé pour l'instant, mais on va parler du Front National aussi. Marine Le Pen, qui avait échoué à être élue il y a 5 ans, est quasiment assurée d'avoir son siège à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut penser qu'il va y avoir un groupe du Front National? Est-ce qu'il y aura 15 élus à l'Assemblée nationale? Le groupe, c'est un objectif possible pour un Front National qui effectivement est donné autour des 17% dans les enquêtes, avec quand même une difficulté qui est liée au mode de scrutin. Si on se rappelle l'élection départementale de 2015, c'est quasiment le même mode de scrutin, avec 25%, juste une trentaine de cantons sur 2000, donc ou sur plus de 2000. C'est quand même un mode de scrutin qui lui est d'autant plus défavorable
que l'abstention, s'il est élevé, privera le Front National de circonstances favorables qui sont celles des triangulaires. Là où ils auraient pu se retrouver face à un candidat En Marche et un candidat républicain, le candidat républicain risque d'être évincé du second tour si le seuil des 12,5% des inscrits n'est pas atteint. Et en duel, c'est encore plus compliqué pour le Front National de se faire élire. Les 2 députés dont il dispose ont tous les 2 été élus en triangulaire. Oui, d'ailleurs, c'est une campagne compliquée pour le Front National. Il y a eu la défection de Marion Maréchal Le Pen, les tensions internes au sein du Front National. Maintenant, cette semaine, les révélations par le site BuzzFeed de ces candidats qui avaient tweeté des phrases antisémites, racistes, etc. Eddy Fougier. C'était déjà une campagne compliqué durant la présidentielle. On l'a vu dans l'entre-deux tours avec ce débat où Marine Le Pen a maintenant estimé qu'elle s'était ratée. Et finalement, l'opération de dédiabolisation ne fonctionne pas aussi bien que ça. Ni dans la partie notabilisation de ce mouvement, parce qu'on voit bien que il y a encore, on le voit lors de chaque campagne, où il y a des dérapages, des candidats qui sont exclus parce qu'il y a des photos sur Facebook, parce qu'il y a des tweets, parce qu'il y a des déclarations. Et l'autre aspect qui a été encore plus net durant cette campagne, c'est la crédibilité gouvernementale. Où là, effectivement, notamment autour de la question de la sortie de l'euro, on voit bien que Marine Le Pen s'est un peu emmêlée dans ses fiches, pour reprendre un peu l'expression d'Emmanuel Macron. Donc, je dirais, la campagne législative qui s'est ouverte a été un petit peu la suite de ça, avec ce débat, ce sempiternel débat sur la ligne à choisir, la ligne Marion Maréchal, bon, elle est sortie du jeu, et la ligne Philippot, où lui menace de sortir du jeu aussi. Et donc, le seul espoir pour le Front National, c'est finalement d'avoir un groupe, et d'essayer de colmater un petit peu les différentes brèches qui se sont ouvertes lors de ces élections, et surtout qu'il n'y ait pas de remise en cause du leadership de Marine Le Pen elle-même, parce qu'on entend des cadres qui commencent à se poser des questions à ce propos. Oui, alors sur le Front National, Anne-Claire Ruel, on le disait, Marine Le Pen, elle est quasi assurée quand même d'avoir son siège à l'Assemblée nationale, mais elle a peut-être des difficultés à faire l'unanimité dans son propre parti. En ce sens, le parti s'institutionnalise, si vous laisse dédiaboliser, au moins ça c'est une chose qui devient le lot commun de tous les partis. Effectivement, je vous rejoins, c'est-à-dire que d'un point de vue purement communicationnel pour assurer la suite, s'il arrive à constituer un petit groupe, pour elle c'est minimiser ce qui est une victoire en demi-teinte quand même. Bon, 11 millions de voix à la présidentielle, c'est énorme, certes, mais elle aurait pu, je pense, peut-être asseoir un peu plus son électorat. C'était en tout cas, ils espéraient plus, on va dire. Ils espéraient plus que ça. Donc là, voilà, on va voir ce qui va se passer pour la suite. Je propose qu'on se projette un petit peu sur le visage qu'on imagine pour l'Assemblée nationale. Un tiers des candidats de La République En Marche sont des novices en politique. Est-ce que c'est un synonyme de renouvellement ou bien c'est source de quelques inquiétudes aussi, Emmanuel Rivière ? Alors déjà, ce sera intéressant de voir si ça leur est préjudiciable ou pas dimanche prochain et puis dimanche suivant, parce que la notoriété et l'ancrage territorial étaient souvent considérés comme des atouts pour garder ou conquérir une circonscription. Et là, on a un peu l'impression que ce serait presque le contraire qui se produirait. Que le dégalisme irait jusqu'à s'exprimer localement. Bon, ensuite, est-ce que ce sera un handicap pour l'Assemblée, pour l'exercice du mandat de député? C'est sûr que ce sera un autre type de majorité, avec des gens qui seront peut-être dans un premier temps sans doute dans la découverte de leur mandat, donc assez docile par rapport à cette étiquette, à cette partie, à cette majorité qu'ils a fait élire, mais peut-être aussi des gens qui reprendront plus vite leur liberté finalement, qui n'auront pas la discipline de parti, qui n'ont pas cette culture partisane que l'on observait auparavant, et on n'est pas si sûr que ça qu'une majorité composée comme ça d'un grand nombre de novices soit une majorité godillot et docile. Qu'est-ce que vous en pensez, Eddy Fougier? Est-ce qu'ils vont être
à la botte, justement, parce qu'ils n'ont pas d'ancrage local, pas de notoriété par eux-mêmes et qu'ils sont novices, ou est-ce que, peut-être, au contraire, eh bien, ils vont s'affranchir des codes de la politique, de la discipline de parti? En tout cas, La République En Marche se positionne comme telle. Et donc, ça, je dirais, il va y avoir un petit peu une sorte de choc des civilisations entre un mouvement qui se présente comme une sorte de mouvement start-up non politique, et puis des institutions de la Ve République qui sont effectivement plutôt enclines à favoriser les députés godillots, la discipline de vote, et des députés qui n'expriment pas nécessairement beaucoup de nuances dans leur vote. Donc on va voir comment ça va se passer à l'Assemblée, d'autant qu'il y a effectivement, vous l'avez dit, beaucoup de novices. Il y a le risque aussi d'avoir une majorité pléthorique, et on se souvient d'un Pierre Mauroy qui se plaignait d'avoir une majorité pléthorique, parce qu'effectivement c'est très très compliqué lorsqu'il était Premier ministre, parce que si vous avez une majorité un peu ric-rac, effectivement vous avez une discipline de vote automatique, sinon il y a de nouvelles élections et les députés risquent de perdre leur siège. Une majorité pléthorique en début de mandat, ça peut effectivement être assez compliqué, d'autant plus que on peut imaginer que sur certains textes, là, ce sont des députés qui ont fait œuvre de candidature par Internet, et sur certains textes, ils ne soient pas nécessairement tous d'accord. Et donc, la discipline de vote versus liberté de vote, ça va être l'un des grands enjeux pour cette majorité. Ça ne va pas être aussi simple que ça pour Édouard Philippe, à mon avis. Anne-Claire Ruel, on disait qu'il y avait beaucoup de novices dans La République En Marche. Il y a aussi quand même pas mal de personnalités qui ont gravité dans le monde politique, un petit peu d'Emmanuel Macron bis, qui ont été conseillers. Il y a deux donnes en fait. Il y a des assistants parlementaires. Il y a des gens qui ont gravité effectivement dans le milieu politique, donc assistants parlementaires ou fonctions liées à des politiques. Il y a beaucoup de conseillers aussi, conseillers en communication d'ailleurs, beaucoup de cabinets de conseil. Et puis vous avez aussi j'allais dire le formatage. Je ne sais pas si c'est le terme, mais l'aspect grandes écoles, donc l'ENA, Sciences Po, le technocrate, le HEC parfois, donc un peu le triptyque un peu classique. Et donc finalement cette société civile, ce bouillonnement censé renouveler aussi un peu cette assemblée, peut aussi potentiellement être un peu nuancé. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce débat, Anne-Claire Ruel, Emmanuel River, Eddy Fougier, merci beaucoup. Alors on a tenté de se projeter sur l'avenir de l'Assemblée nationale et place pour la fin de ce journal au prix du Sénat du livre d'histoire présidé par Jean-Noël Jeanneney, qui a été remis tout à l'heure par le président du Sénat, Gérard Larcher. C'est le spécialiste du Japon, Pierre-François Souiri, qui est récompensé cette année pour son ouvrage Moderne sans être occidental aux origines du Japon, aujourd'hui publié chez Gallimard. Il a répondu tout à l'heure aux questions de Saveria Rejec. On l'écoute. Bonjour Pierre-François Souiri. Bonjour. Vous venez donc de recevoir ce prix d'histoire du Sénat, ce 15e prix. Selon vous, à quoi devez-vous d'avoir reçu ce prix? Qu'est-ce que votre livre apporte de nouveau sur la connaissance du Japon? Alors ce livre est un livre en fait qui concerne la modernité japonaise, le développement de la modernité, le processus de modernisation de la société japonaise à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Mais c'est aussi un livre sur le décentrement, c'est-à-dire regarder l'histoire du monde en quelque sorte à partir d'un autre point de vue qui n'est pas le point de vue des Européens ou des Occidentaux. Qu'est-ce que vous appelez le décentrement? C'est un regard décentré sur la modernisation, sur les processus de modernisation, en ce sens que ce que j'essaie de montrer dans ce livre, à la suite d'ailleurs de travaux qui ont été faits par des historiens japonais, c'est que d'abord le processus de modernisation a commencé avant l'arrivée des Occidentaux. Nous ne sommes pas ceux qui ont provoqué le développement du Japon, mais le processus était engagé bien avant. L'arrivée des Occidentaux au XIXe siècle a sans doute accentué le processus, l'a amplifié, mais il n'en est pas l'origine. Donc il y a un processus de proto-modernisation qui précède le processus de modernisation proprement dit. Ça, c'est une chose qui est assez peu connue en Occident. La deuxième chose que je dis aussi, qui me paraît importante, c'est qu'on pense toujours que la modernité, c'est l'Occident, donc l'occidentalisation du Japon. Or, en fait, quand on regarde les choses de très près, c'est pas du tout l'occidentalisation du Japon, sauf peut-être pour certaines techniques industrielles particulières. Mais la modernisation du Japon a été possible parce que la société japonaise s'est sinisée en profondeur au cours du 19e siècle, c'est-à-dire que les influences chinoises. L'influence de la pensée chinoise, des classiques chinois était fondamentale. Et les Japonais de la seconde moitié du 19e siècle qui sont confrontés à l'Occident pensent, réagissent avec des concepts de nature chinoise
Et non pas du tout parce qu'ils ont adopté les concepts occidentaux. C'est-à-dire que c'est dans sa confrontation avec la Chine que le Japon a trouvé sa modernité, c'est ça que vous dites? D'une certaine façon, c'est ça. C'est lié aussi à un processus de développement des écoles. Et donc, non pas de l'alphabétisation, puisqu'il n'y a pas d'alphabet, mais en fait, développement en tout cas de l'écriture, de la lecture dans la société japonaise qui est phénoménale à partir du XVIIIe siècle. Quand je dis phénoménal, c'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, il y a des taux, disons, de capacité de lecture dans la société japonaise qui sont supérieurs à certains des grands pays d'Occident du même moment. La France, par exemple. Ça, on ne le savait pas non plus. Hein. Il y a, en 1850, environ 20 000 écoles au Japon. Donc, ces écoles, elles apprennent aux petits Japonais qui les fréquentent, non pas la pensée occidentale, bien sûr, puisqu'elle n'était pas connue à cette époque-là, mais la pensée confucianiste, la pensée, les classiques chinois. Et ces gens-là raisonnent à partir de concepts chinois. Donc, par exemple, quand le peuple se dresse pour l'obtention d'élections et d'un parlement, ils disent pas on veut des élections et un parlement. Ils disent on veut que vous respectiez l'opinion publique et qu'il y ait de l'harmonie entre ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Qu'est-ce que ce fonctionnement dit de la marche du monde en général aujourd'hui? Alors ce que ce fonctionnement dit, c'est que d'abord, nous ne sommes pas les seuls dépositaires de la modernité. Il y a d'autres formes de modernité qui se développent à toute vitesse. En Chine, par exemple, ou en Corée aujourd'hui, ce sont des processus qui sont lourds, qui sont profonds. Et le Japon est évidemment le premier dans cette marche, en quelque sorte, à la modernité. Mais je pense qu'on aurait tort de croire que la Chine ou la Corée, c'est simplement l'adoption du modèle occidental. Ça vient de bien plus loin. Très bien. Merci beaucoup. Je rappelle donc le titre de votre livre, Moderne sans être occidental, aux origines du Japon aujourd'hui. Merci encore. Je vous en prie. Et c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie. À 22 h, vous pourrez retrouver Sonia Mabrouk dans son émission On va plus loin. Très bonne soirée sur les chaînes parlementaires.